Nous entendons parfois « il est trop jeune, il est trop vieux ». Est-ce que nous réfléchissons et nous nous posons la question de savoir s'il est trop jeune lorsque nous nous adressons à un nouveau-né? Non. Alors pourquoi nous posons-nous cette question lorsque nous utilisons d'autres outils? Il n'y a pas de prérequis à la mise en place d'un bain de langage multimodal en CAA, tout comme il n'y a pas de prérequis pour s'adresser à un nouveau-né. Nous communiquons de notre premier à notre dernier souffle. Il n'est donc jamais trop tard pour mettre en place de la CAA. Nous apprenons à tout âge, mais à des rythmes différents. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis une ancienne de la RAPI, j'étais déjà dans les premières Oslo plus de 35 ans. Donc c'est toujours un grand plaisir d'être là et partager avec les parents, les professionnels, les chercheurs, nos connaissances. J'espère que ma communication aura évolué d'une manière à peu près enrichissante. Je vais passer des études longitudinales sur mes communications, mais là je vais parler de celles qu'on fait auprès des enfants. Alors, c'est une communication que je fais à mon nom, mais avec beaucoup de collègues, et notamment des collègues de l'Université de Rennes 2, un centre de Saint-Saouli, et un certain nombre d'étudiants qu'on a co-encadrés dans le cadre de doctorat, qui sont venus depuis aussi à des conférences et qui continuent ces travaux à l'université, par exemple de Nîmes ou de Clermont-Ferrand. Et puis, il y a d'autres qui sont encore doctorants avec nous. Alors, vous savez, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a des singularités neurofonctionnelles qui modifient les processus développementaux de l'individu dans son environnement. On parle de neurodiversité parce qu'effectivement, il y a des particularités fonctionnelles, on vient de le voir avec l'intervention de Frédéric Bonnebriot, mais il y a aussi des diversités de milieux qui vont répondre plus ou moins à ces singularités fonctionnelles de l'enfant. Et donc, quand on s'intéresse à la communication, on s'intéresse à l'interface entre ces deux éléments au cours du temps, avec donc des conditions d'expérience qui vont évoluer, qui vont être modifiées selon ce qu'on va trouver en face dans le milieu familial, dans le milieu de soins, dans le milieu éducatif, le milieu des loisirs, du travail, et comme l'a aussi souligné Nicolas Jancourt tout à l'heure, des représentations sociales plus ou moins stigmatisantes, des politiques aussi d'inclusion qui vont faire varier la façon dont on va s'ajuster plus ou moins à ces singularités et permettre des ponts, des passerelles de communication. Donc il y a une très grande variabilité dans les trajectoires de développement des personnes autistes. C'est pour ça d'ailleurs que les systèmes diagnostiques évoluent petit à petit de systèmes catégoriels un peu figés vers des systèmes plus dimensionnels et plus évolutifs pour tenir compte de cette évolution. Et ça a des impacts sur la trajectoire et la qualité de vie, dans la vie entière de la personne. Et c'est important d'avoir, pour la communication, comme pour tous les traits de fonctionnement des personnes neurodiverses, une vision qui n'est pas figée. Chaque personne est différente et change au cours du temps. Il y a une grande variabilité, à la fois interne aussi, intra-individuelle. Une même personne ne va pas forcément avoir les mêmes compétences de communication d'un contexte à l'autre. Et cette perspective différentielle, elle est attentive aussi non seulement aux éléments de difficulté adaptative, mais aux ressources propres et aux talents propres que représente aussi la neurodiversité, avec des possibilités de compensation. Mais comme ça a été aussi souligné tout à l'heure, la compensation n'est pas seulement à rechercher chez la personne TSA, mais aussi chez les personnes de l'entourage. Donc, dans la façon dont on aborde dans nos travaux la communication, c'est de la considérer toujours d'une manière interactionniste, c'est-à-dire que certes il y a des singularités neurofonctionnelles précoces dans le développement des personnes TSA, qui donnent des modes de réactivité et de traitement différents dans l'environnement, mais qui vont du coup donner des expériences sociales différentes parce que ça a des impacts sur l'entourage, sur les processus d'étayage social du développement. Habituellement, il y a dès les premières semaines de vie un étayage qui se fait spontanément entre le bébé et son entourage. Au plan comportemental, il y a des processus de régulation qui se développent dans les coactions, dans les coordinations entre l'enfant et son entourage.
Et en même temps, ces occasions d'expérience sociale, ça va être le moyen de développer des significations partagées et de sélectionner aussi les moyens communicatifs pertinents pour transmettre ces significations. Donc c'est une co-élaboration. Mais quand il y a, pour certains enfants, des processus atypiques, du point de vue du rythme, du point de vue du traitement des signaux, eh bien, c'est tous ces processus d'étayage qui vont être fragilisés, y compris chez l'entourage. Donc c'est un processus dynamique, et on le voit dans des papiers récents sur le fait de rechercher, de considérer les atypies de fonctionnement social ou communicatif, pas seulement comme des sortes de déficits intrinsèques à la personne, mais comme la résultante d'une dynamique entre les particularités fonctionnelles et au moins deux personnes, mais il y en a beaucoup plus qui vont être en relation avec l'enfant, qui n'ont pas le même fonctionnement cérébral et pas les mêmes ajustements spontanés. C'est ce que j'avais aussi développé en partie dans une dernière communication à la RAPI en 2022. Et donc, mes référents théoriques, c'est à la fois la psychologie du développement, les approches sociocognitives interactionnistes, mais aussi la psychopathologie développementale, avec l'idée de chemins différents, et je suis tout à fait d'accord avec Michael tout à l'heure sur le fait qu'on peut accéder au langage par des chemins extrêmement différents, pas seulement par la communication sociale. Et aussi les mises en lien avec des connaissances neuroscientifiques développementales. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler surtout de la communication sociale. Donc, pas spécifiquement d'un moyen comme le langage, mais vraiment du processus interactif par lequel on va pouvoir comprendre et se faire comprendre dans la transmission des intentions et des représentations. Donc, vous avez ici quelques modèles, ça vient de modèles déjà assez anciens, de la psychologie du développement, de la pragmatique de la communication, mais aussi le modèle plus large, comme le modèle transactionnel de la communication, ou même les modèles écosystémiques du développement. Comme ça a été souligné à l'instant, la communication, c'est pas une activité où il y en a un qui lance une balle de ping-pong et puis l'autre qui vous la renvoie. C'est à tout moment un système complexe d'inférence, d'anticipation, de traitement de signaux qui sont simultanés, réciproques et qui dépendent du contexte dans lequel on est. Du contexte concret, physique, ici et maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire, mais aussi du contexte de référence qu'on peut avoir en commun entre deux personnes plus ou moins familières et qui vont permettre de faire des anticipations, de pouvoir se baser sur le passé, mais aussi sur le futur. Et à chaque moment, on est dans ce système complexe, interprétatif, d'inférence. Et ce système, il peut être fortement perturbé pour toutes sortes de raisons, notamment parce que, par exemple, les conditions de la situation interactionnelle, elles sont perturbées par des éléments sensoriels qui vont être envahissants et qui font qu'on ne sera pas forcément attentif aux bons signaux, ou parce que la personne n'est pas suffisamment familière, donc on n'a pas forcément le même cadre référentiel, ou la personne n'est pas suffisamment sensibilisée aux besoins et au fonctionnement de la personne autiste, et donc on aura plus de mal à rejoindre les besoins, les intérêts et les manières de communiquer de l'enfant. Alors, dans la communication sociale de l'enfant tout venant, on sait que généralement les formes et les fonctions s'articulent très vite entre elles. Mais dans le développement des enfants autistes, on a assez souvent des dissociations. C'est important de bien les regarder séparément. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les fonctions? Les fonctions, c'est quel est l'objectif d'un acte de communication d'un point de vue interpersonnel. Et dans le développement précoce des enfants ordinaires, eh bien, les premières fonctions, ça peut être tout simplement de s'accorder à l'autre pour le plaisir de ressentir ce partage social, ce fait qu'on se coordonne l'un à l'autre et que ça se fait de manière relativement intuitive. Donc tout ce plaisir social de la coordination, du partage réciproque existe déjà avec l'imitation néonatale. Ensuite, il va se faire au plan des dialogues émotionnels, du plaisir de prendre son tour dans un échange. Ça, ce sont des jeux qui vont se mettre en place dès les premiers mois. Ensuite, à partir de 6-8 mois, on va voir aussi l'enfant qui devient un petit peu plus actif dans l'échange, dans le sens où il va essayer d'influencer le comportement de l'autre, d'avoir des effets, par exemple, d'obtenir un objet, d'obtenir une action, ou de protester, ou de refuser. Et ça peut se faire de manière totalement non verbale. Déjà, dès la phase préverbale, on a ce type de fonction que j'appellerais après instrumentale, c'est pas forcément très joli comme mot, mais en tout cas, ce sont des fonctions où on agit sur le comportement de l'autre. Et puis, il y a des fonctions qui vont arriver aussi assez vite, fin de la première année, qui vont beaucoup se développer
au cours de la deuxième année, dans ce qu'on appelle la communication intersubjective, c'est-à-dire où l'enfant va avoir pour objectif d'influencer les états mentaux d'autrui. Pas seulement le comportement, mais d'agir sur comment est-ce qu'on peut rejoindre l'objet d'attention de l'autre ou l'orienter et montrer, partager ce qui m'intéresse avec quelqu'un. Pouvoir jouer avec les attentes, jouer, taquiner l'autre, avec les ressentis, provoquer justement des émotions alors qu'on ne le fait pas vraiment pour de vrai, et les réconforter, taquiner, faire semblant, aussi tromper, toutes ces fonctions-là, eh bien, on va les voir apparaître entre l'âge de 9 mois pour les plus précoces pour l'attention conjointe, et puis l'âge de 18, 20, 24 mois. On voit toute cette palette qui se développe, y compris les débuts de partage de représentations sur le monde, comme les jeux de faire semblant partagés, ou les tromperies où on va jouer avec les représentations des autres. Donc tout ça, ça peut paraître complexe, mais c'est déjà en grande partie faisable à un niveau pré-verbal. Et puis bien sûr, le langage, quand il va arriver, il va apporter aussi des propriétés de décontextualisation, qui font qu'on va pouvoir faire des passerelles entre les états mentaux de manière plus rapide, plus fluide, et on va pouvoir compléter. Les moyens non-verbaux, donc les moyens non-verbaux, les moyens classiques, ce sont tous les éléments que nous avons dit tout à l'heure, les regards, les mimiques, les vocalises, les gestes, les postures. Et il faut inclure aussi, quand on s'intéresse à des enfants atypiques, et bien d'autres comportements qui peuvent aussi avoir un rôle de forme de communication, comme par exemple les écolalies. Et puis il y a la communication verbale, alors qui peut être orale, qui peut être écrite, mais qui peut aussi prendre des formes alternatives selon les besoins, communication signée, support alternatif, iconique, etc. La plupart du temps, l'enfant va être très rapidement dans un mélange de communication verbale et non verbale, et d'ailleurs les adultes qui s'adressent à lui, eux, ils utilisent les deux d'emblée, mais lui, les aspects verbaux vont arriver progressivement. Alors, dans les études sur le fonctionnement socio-cognitif atypique, dans le TSA notamment, les méthodologies, on en trouve différentes dans la recherche. Les plus courantes, souvent, sont des questionnaires, des échelles, des évaluations standardisées. Alors, ça peut être avec des objectifs de diagnostic. Donc, on va interroger les personnes qui côtoient l'enfant pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent. L'objectif, c'est surtout de regarder l'écart par rapport à la norme, les troubles, le dysfonctionnement. Ça peut être des différents outils, diagnostic, DSM-5, échelle type CA, ça peut être des outils où on va être en direct avec l'enfant et on va reconstruire par des situations d'échange social, de communication, de vraiment tester ses compétences. Ça a des avantages parce que ce sont des outils standardisés, donc qui permettent d'avoir vraiment un référentiel, mais les inconvénients, c'est qu'on sait surtout ce qui ne va pas et on ne sait pas forcément toujours ce qui fonctionne. Un peu plus dans les échelles fonctionnelles, mais on ne sait pas toujours vraiment comment l'enfant communique sur le terrain. Et il y a souvent des difficultés pour les informateurs, les parents ou les éducateurs, parce qu'on leur demande d'évaluer sur une échelle de 0 à 4 un comportement, et puis ils disent bah, ça dépend, c'est jamais la même chose selon les contextes. Et donc c'est parfois un peu frustrant de remplir, et on n'a pas l'impression que c'est représentatif du fonctionnement de l'enfant. Alors il y a des expérimentations aussi qui, elles, ont un autre objectif qui est plutôt d'isoler, de décomposer les interactions sociales et la communication pour comprendre les anomalies sous-jacentes. On a vu des exemples avec des corrélats neurophysiologiques, mais il y a aussi plein d'études de psychologie cognitive où on va chercher les processus de traitement qui peuvent perturber la communication. Par exemple, la tension sociale, non sociale, les épreuves de théorie du cycle, etc. Alors, par définition, dans ces recherches-là, on est dans des situations qui sont un peu éloignées de la vie sociale réelle, qui sont moins interactives, où il y a moins d'éléments que dans une vraie interaction, mais ils apportent des informations intéressantes sur les éléments qui pourraient expliquer les difficultés, et on peut s'en servir pour aménager les situations de communication. Mais souvent, ce qui manque, ce sont les observations directes en contexte. Et on sait qu'il peut y avoir des décalages entre ce qu'on évalue dans une échelle et puis ce que l'enfant fait vraiment au quotidien. Donc elle a besoin aussi dans la recherche de faire ces observations directes, même si elles sont chronophages et coûteuses, pour comprendre la variabilité adaptative des enfants en contexte, dans les opportunités naturelles. C'est quoi l'environnement socio-communicatif d'un enfant, dans sa famille, à l'école? Quelles sont les occasions et les contextes qui peuvent être plus facilitateurs et d'autres peut-être plus lourds à gérer dans son environnement.
Donc, on va regarder à ce moment-là à la fois les ajustements fonctionnels et les ajustements de forme, et de manière réciproque. On ne va pas regarder juste ce que fait l'enfant, mais ce que font les partenaires. Alors, cette approche écologique, on l'a dit, est une approche développementale, c'est-à-dire qu'on va regarder non seulement comment l'enfant fonctionne dans différentes situations, mais comment ça change au cours du temps. Et ça, c'est important parce qu'on parle souvent dans les études expérimentales des difficultés à constituer des groupes homogènes, mais c'est vrai qu'il y a tellement de diversité que c'est assez compliqué. Et donc, si on prend les mêmes enfants qu'on va comparer à eux-mêmes dans différentes situations ou au cours du temps, ben, on a un moyen de contrôler en partie cette variabilité. Donc, l'idée, c'est de faire des comparaisons en sélectionnant dans l'environnement naturel des situations, je pense qu'elles sont suffisamment comparables, on va faire un échantillonnage finalement dans les situations de la vie quotidienne pour réduire un peu la multitude des facteurs et avoir des situations suffisamment comparables. On va regarder si l'enfant communique différemment selon les partenaires, selon le type d'activité par exemple. Et on va regarder comment ça change au cours du temps, aussi bien du point de vue des fonctions de la communication ou des formes, et je l'ai dit, de manière réciproque entre l'enfant et son entourage. Parce qu'il va y avoir au cours du temps aussi une plasticité de cette expérience, et on sait que ça se double aussi assez souvent d'une plasticité cognitive et même cérébrale, selon que s'ajuste plus ou moins à ces enfants. Alors les comparaisons développementales, on peut les faire à court terme, avec des designs d'intervention. On va regarder avant, après l'intervention ou pendant comment évolue la communication, ou de manière plus longue sur un suivi longitudinal. Et ça a des répercussions, évidemment, pour optimiser l'accompagnement des enfants, des familles et des professionnels. Je vous donnerai deux exemples. D'abord dans le milieu familial et puis ensuite dans le milieu éducatif inclusif. On fait des recherches à tous âges, en crèche inclusive, à l'école maternelle inclusive jusqu'à l'université. Premier exemple, on a travaillé au domicile familial en cherchant les situations qui pouvaient être sollicitantes en termes de théorie de l'esprit. Vous savez, de capacité à s'ajuster avec la mentale des autres. Et je travaillais avec Elie Veneziano sur cette étude qui avait regardé, qui connaissait bien comment se mettaient en place les négociations de désaccords chez les jeunes enfants tout dedans. Dès l'âge de 2 ans, les enfants sont sensibles quand on leur donne une justification au moment des désaccords, et eux-mêmes se mettent à produire des justifications de manière à ce que le point de vue de chacun puisse être exprimé et qu'on ne soit pas juste, si on a un objet qui nous plaît, on ne l'arrache pas à l'autre, on va lui dire quelque chose. Par exemple, on dit « à moi, je vais le garder pour soi ». Fournir une justification, on s'adapte au point de vue, à la résistance potentielle de l'autre. Et donc on a regardé ça dans des familles d'enfants autistes et dans des familles d'enfants typiques, en essayant, alors là c'était pas une étude longitudinale, c'était une étude transversale, mais de contraster les enfants selon leur âge pour les enfants ordinaires et selon leur âge verbal pour les enfants autistes. Et il y avait 2 sous-groupes, des enfants d'âge verbal 3-4 ans et des enfants d'âge verbal 6-7 ans. On a regardé, donc, on a filmé systématiquement les repas, les jeux dans la famille, et sur un peu plus de 25 heures, on a isolé 1065 épisodes de petits désaccords, et puis on les a regardés les uns après les autres en les codant avec une grille systématique de manière à voir qu'est-ce qui se passe, qui produit des justifications, est-ce que ça donne plus ou moins d'insistance après. Et en faisant, alors je vous donne un exemple, un petit décalage de lettres, mais comme vous allez comprendre, un petit exemple ici avec un enfant autiste d'âge verbal 3-4 ans, qui a en réalité 8-9 ans en âge chronologique, et il est à table, et son frère va faire une opposition justifiée. Donc l'enfant autiste, il dit après, il y aura de la glace jaune après, avec de l'eau, il y aura une glace jaune. Et son frère dit non, parce que tu en as mangé une hier, l'autre, elle est à moi. Donc là, il justifie son opposition dès le premier tour. L'enfant autiste dit qu'on semble insister. Non, pardon, il y a la maman qui valide et qui dit oui, tu prendras une autre couleur. Et l'enfant dit une autre couleur, et en fait il dit une autre jaune. Donc il insiste. Et la maman dit non, il n'y a pas que des jaunes, il y a des rouges. Du coup, l'enfant autiste dit des oranges. Elle dit des oranges, oui. Et puis l'enfant autiste dit tu prendras des oranges, et puis ça s'arrête là. En fait, son tu, ça veut dire je prendrai des oranges, on sait qu'il y a souvent des inversions pronominales, et c'est une façon de ne plus insister, d'accepter le fait qu'il prendra une autre couleur. Donc on va compter le nombre de tours avant que l'épisode s'arrête, pour voir s'il y a plus ou moins d'assistance selon qu'il y a eu le nombre de justifications.
Alors, ce qu'on remarque, on va trouver évidemment les formes de justification, aussi bien des partenaires, parents ou frères et sœurs, et des enfants eux-mêmes. Les parents, dans toutes les familles, ont à peu près le même taux de justification, c'est ce que vous avez en haut, hein, que ce soit des familles d'enfants typiques ou d'enfants qui c'est pareil. Par contre, du point de vue des enfants, on a des différences. Alors, vous avez la courbe bleue qui est la courbe des enfants typiques. On a aussi un sous-groupe d'enfants jeunes de 2 ans, donc un point supplémentaire. Et puis pour les enfants autistes, c'est la courbe rouge. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les enfants autistes avec un langage de 3-4 ans, qui serait théoriquement suffisant pour produire des justifications, mais en fait, ils en produisent beaucoup moins que des enfants typiques d'âge 3-4 ans. Vous voyez ces regards là, entre le point rouge en bas et celui des enfants typiques. Mais ce n'est pas quelque chose qui va rester figé. Ensuite, si on a des enfants autistes avec une communication verbale plus avancée, 6-7 ans, là, ils se mettent à produire des justifications et ils en produisent largement autant que les enfants typiques de 6-7 ans. La différence n'est pas significative en haut. Donc, voilà, on voit le décalage entre je dispose d'un moyen linguistique, mais je ne l'utilise pas forcément dans les mêmes fonctions au même âge de développement. Et puis ensuite, là, ces enfants finissent par aussi utiliser ces moyens dans les échanges et dans la négociation des désaccords. Alors après, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes effets persuasifs. Je passe sur la première figure, ce sont surtout les plus jeunes pour lesquels, du moment qu'ils fournissent une justification, les adultes insistent moins, même que ce soit des enfants autistes, que ce soit des enfants typiques. Pour les plus âgés, ça ne suffit pas juste de donner une justification, ça dépend du contenu, ça dépend de comment on argumente. Et ça, on va le retrouver aussi bien pour les enfants autistes que les enfants typiques. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la deuxième figure, c'est que quand c'est des enfants autistes qui produisent des justifications, eh bien là, elles n'ont pas le même pouvoir persuasif que pour les enfants typiques. Pour les enfants typiques avec les petites étoiles, eh bien, les partenaires insistent moins s'il y a une justification que s'il n'y en a pas. Alors que pour les enfants autistes, et notamment ceux qui ont un âge verbal plus avancé, eh bien, on voit que, c'est la partie droite, qu'il y a autant de chances ou de risques de persuader ou de ne pas persuader l'autre rapidement. Donc ça nous montre aussi que ces problèmes de théorie d'esprit, c'est quelque chose de mutuel. C'est-à-dire que c'est difficile de se comprendre l'un l'autre. Alors après, on essaie de regarder un peu d'un point de vue qualitatif, mais on n'a rien trouvé de vraiment significatif, mais on a des effectifs faibles. Il y a plusieurs raisons. Il y a par exemple le fait que les enfants autistes, souvent, ils répètent la même justification sans la modifier. Donc ça ne convainc pas le partenaire, par exemple. Ou bien ils ont des justifications un peu atypiques, centrées sur des aspects physiques de l'environnement et pas forcément sur les désirs de l'autre. Donc voilà, il y aurait des éléments à creuser sur un plus gros effectif. Mais on voit que c'est des deux côtés que ça peut être compliqué de se comprendre dans ces intentions. Et qu'en même temps, c'est possible de développer des compétences, qu'elles soient au plan pragmatique ou au plan d'expression. Le deuxième exemple de recherche que l'on fait au point de vue longitudinal, c'est un gros projet qui a été financé par le CNSA en collaboration avec l'Université de Rennes 2, où on nous a demandé de suivre les enfants qui étaient scolarisés en UEM, dans les classes, dans le dispositif inclusif en maternelle, vous savez, où il y a des petites classes de 7 enfants autistes qui sont implantés dans l'école, mais ils sont pour l'instant dans une classe à part pour recevoir une éducation spécialisée avec tous les éléments pour maîtriser ce qu'ils ne maîtrisent pas encore, pour être inclus complètement dans les classes, au point de vue social et au point de vue cognitif. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de l'avancement de leur profil, on leur fait passer de plus en plus de temps dans les classes ordinaires de la même école. Et donc, on nous a demandé de suivre un peu les trajectoires de ces enfants. Donc, c'est ce qu'on a fait. Je passe sur les détails de cette diapo, mais en tout cas, le but, ce n'était pas de tester si ça marche ou pas, mais de voir si on pouvait optimiser le dispositif, puisque maintenant, la scolarisation, c'est quelque chose qui est de droit pour tous les enfants à la maternelle. Et on a intégré à la fois des échelles standardisées, des mesures du développement cognitif, social, de la densité clinique ou sensorielle, mais aussi des observations régulières dans la classe. Parce que ça ne suffit pas de savoir si à l'école l'enfant a progressé du point de vue des échelles de communication du langage, mais comment ça se passe, comment ils interagissent les enfants dans la classe, et comment ils interagissent avec les adultes, avec les autres enfants, selon les activités qu'on leur propose. On a fait des observations 2 fois par an, au début et fin d'année, qui permettent, dans différentes situations, alors on était voir, on a regardé quelles pouvaient être les exigences de
de communication un peu différentes. Il y a surtout des épisodes de travail un peu individualisés à table avec un adulte, il y a des situations de jeu libre avec les autres enfants, et puis il y a des situations de regroupement. Alors celle-là, j'en parlerai pas parce que c'est encore une thèse qui doit être finalisée, mais je vous présenterai surtout les résultats sur les situations de jeu et de travail qui peuvent avoir des avantages et des inconvénients pour les enfants autistes. Le travail, c'est plus structuré, c'est plus étayé, souvent parce qu'il y a un adulte qui s'ajuste mieux à l'enfant, donc ça peut être plus facile. Mais en même temps, il y a peut-être moins d'occasion d'avoir tout l'éventail des fonctions, comme les fonctions de partage social, de ludique, et peut-être un peu moins aussi d'avoir ses propres initiatives, parce que ce sont des situations très sollicitantes et on ne laisse pas forcément beaucoup la place aux initiatives. Et donc on voulait voir comment ça change au cours du temps. On avait, bien sûr, on s'était appuyé sur une revue de questions de la littérature précédente, là aussi je vais passer pour ne pas perdre trop de temps. Et vous dire simplement, donc c'est une étude qui au début porte sur 7 classes duelles, 48 enfants entre les classes en Bretagne et en France. Mais malheureusement, on n'a pas pu traiter l'ensemble comme un seul groupe, parce qu'il y avait de l'hétérogénéité dans la façon de l'implanter, les programmes lui-même, dans la régularité avec laquelle on a pu avoir les évaluations cognitives, les observations. Donc, en fait, après, on a travaillé avec des cohortes de 13 à 16 enfants, mais qui donnent quand même beaucoup d'informations, parce qu'on a beaucoup de données pour chaque enfant et qu'on les suit au cours du développement. Donc, sur 3 ans, entre l'âge de 3 et 6 ans. Et on a construit une grille pour analyser le fonctionnement socio-communicatif dans la classe, en essayant d'avoir une grille qui soit suffisamment ouverte aux singularités des enfants autistes. Ce n'est pas juste de projeter des grilles qui existaient pour les enfants tout venant. Notamment, on s'est inspiré au niveau pragmatique des travaux de Guisan et de Verbal. On a fait un codage bien distinct des formes et des fonctions, parce que ça, on l'a vu précédemment, parfois ils confondaient un peu les deux. Par exemple, on coupe les pointages, mais on ne sait pas pourquoi faire. Ça ne dit rien, les pointages en eux-mêmes. Et ça, il y a des articles qui incitent beaucoup à cette séparation quand on veut faire cette analyse, vraiment de l'aspect formel et de l'aspect fonctionnel. On a aussi intégré un référent développemental, notamment du point de vue des fonctions, en repérant quelles sont les fonctions plutôt instrumentales, les fonctions plus de partage social ou les fonctions de partage d'état mental à propos du monde. Et on a intégré le codage pas seulement des enfants, mais des partenaires de l'échange. On a fait ce codage de manière informatisée, on transpose la grille dans un logiciel de codage en temps réel, logiciel Boris, qui est un logiciel gratuit, et on a bien sûr contrôlé la fiabilité intercodeur. Du point de vue des mesures, on a regardé bien sûr les initiatives, les réponses, qu'est-ce qui initie l'échange, les formes, par exemple les regards, les vocalisations, les verbalisations, mais aussi les formes spécifiques qui peuvent être utilisées à l'école, comme l'utilisation d'images, comme le texte. On a regardé aussi, pas seulement le nombre de fois où on peut utiliser ces formes, mais comment elles sont combinées. Parce que parfois, ce qui va changer au cours du temps sur 3 ans, c'est pas tellement que l'enfant va avoir plus d'échanges, mais qu'il va avoir des échanges de meilleure qualité, parce qu'il est capable de combiner plusieurs formes à la fois dans un même acte de communication. Et ça, on trouve très peu cet indice-là dans les études précédentes. Et puis, les fonctions, je veux dire, on les a divisées en 3 types. Et on a regardé aussi le degré de considération de l'intention par les enfants lorsqu'ils sont sollicités. Alors là, l'idée, c'est pas de regarder si l'enfant, quand il répond, est-ce qu'il fait bien ce qu'on lui demande, comme dans une activité éducative, mais est-ce qu'il prend en compte l'intention de l'autre. Alors, il peut prendre l'intention de l'autre de manière coopérative, par exemple, il dit moi la voiture rouge et puis la donne, mais il peut aussi le faire de manière oppositionnelle. Mais si c'est bien formulé du point de vue communicatif, c'est bien une prise en compte de l'intention. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a pris en compte l'intention, et s'il dit non, je ne veux pas te la donner, ben, c'est parfait, c'est d'un point de vue de la communication. Alors parfois, les enfants, évidemment, n'ont pas toujours cette réponse complète, soit en coopérative, par exemple, je vous donne une autre voiture, mais pas celle que vous avez demandée, ou bien ils vont faire une opposition, mais qui n'est pas suffisamment clairement formulée. Ça, c'était le deuxième degré. Et puis le troisième, c'est pas de prise en compte du tout de l'intention de l'autre. Alors ça peut être une non-réponse, ou ça peut être l'enfant qui fuit, qui simplement se détourne, qui va au bout de la pièce. Et quand il fait ça, bien sûr, il a pris en compte pour lui demander quelque chose, mais il n'a pas pris l'intention de communication en compte, pour pouvoir y répondre de manière communicative. Et on a regardé ça aussi chez les adultes.
Parce que les adultes, quelquefois, ne répondent pas aux initiatives de communication des enfants. Pour différentes raisons. Parfois, c'est parce que l'enfant demande des objets fétiches et c'est pas le moment. Donc voilà, on a besoin de ça. Alors, du point de vue des fonctions, je vais passer aussi pour aller au résultat, mais vous avez des exemples de ce qu'on a détaillé dans chacune des grandes fonctions ici. Voilà quelques résultats. Donc, du point de vue de l'évolution des interactions, ce qu'on trouve qui confirme l'interaction antérieure, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interactions avec les adultes qu'avec les autres enfants. Il faut savoir qu'on est ici surtout dans une classe où il y a d'autres enfants autistes. Après, on a quelques observations dans les temps d'inclusion, mais on n'en est pas suffisamment pour pouvoir regarder avec les artistiques. Ce qu'on voit, par contre, c'est que ça change. La proportion d'interactions avec les adultes change assez peu sur les 3 années, mais la proportion des interactions avec les enfants augmente quand même significativement. Elle reste basse, mais elle augmente surtout la 3e année. Donc il y a quand même une évolution du point de vue des échanges, aussi bien en initiative qu'en réponse. Alors du point de vue des initiatives, eh bien, on les voit surtout évoluer vers la fin, vers la 3e année de maternelle. Globalement, évidemment, ils sont beaucoup plus dans des tours d'échange en réponse qu'en initiative. Mais quand il y a des initiatives, elles s'augmentent quand même en fin de 3e année. Et puis ça change selon le contexte. Donc en situation de travail, il y a beaucoup de sollicitations des adultes, donc forcément il y a plus de tours d'échange. Mais les échanges avec les enfants, même s'ils sont un peu moins fréquents, ils augmentent en situation de jeu avec le temps. Donc les jeux libres entre enfants sont des occasions pour que l'enfant développe des initiatives dans les relations avec les pairs. On a regardé les formes et on voit les verbalisations qui augmentent avec le temps, aussi bien la verbalisation orale que des substituts, comme le PLEX par exemple. Et on voit aussi une augmentation des combinaisons de formes, et notamment des combinaisons de formes verbales et non verbales au cours du temps, que ce soit sous une forme orale ou sous une forme de communication alternative. Du point de vue des fonctions, on a été un peu déçus, parce qu'il n'y a pas d'évolution significative au cours du temps, mais il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que les fonctions dominantes, ce sont les fonctions instrumentales, les fonctions de requête, les fonctions de refus, etc. Cette diapo, je vous montre les enfants, mais c'est vrai aussi chez les adultes. Les adultes ont beaucoup plus de fonctions instrumentales avec les enfants que les fonctions de partage social ou de partage d'état mental. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit tout au long et qui change peu de manière significative. Et là, au niveau du groupe, on verra dans la diapo suivante, il y a quelques enfants pour lesquels quand même ces fonctions évoluent. Alors le fait que pour les adultes, il y ait assez peu de fonctions finalement de partage social ou de partage d'états mentaux, ça peut être à la représentation de qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les enfants à l'école, parce qu'ils doivent être justement sur de l'éducation où on fait faire des choses à l'enfant, ou est-ce qu'on peut aussi s'autoriser parfois quelque chose de plus ludique, du partage social pour lui-même, ou du partage d'états mentaux. Parfois aussi, peut-être qu'ils pensent que l'enfant n'est pas capable, n'a pas cette capacité-là, alors qu'on a vu quand même que c'était possible chez des enfants avec des âges de développement d'à peine 1 an ou 2 ans, c'est déjà cela, donc on pourrait peut-être aussi les sensibiliser pour étayer davantage ces jeux sociaux, parce que l'école c'est aussi le but du jeu, c'est pas que le but du travail. Alors on voit quand même certaines fonctions qui augmentent, c'est les fonctions de partage social au cours de la 2e année avec les autres enfants. On n'a pas beaucoup, mais elles augmentent significativement. Donc là, il y a des occasions aussi d'avoir cette communication pour le plaisir du partage social. Et sur le partage des états mentaux, ça a l'air très plat, mais en fait, il n'y a que sur les 13 enfants qu'on avait dans cette cohorte, il y en a 4 à peu près qui augmentent leur partage d'états mentaux. Ce sont des enfants qui ont des âges de développement plus avancés, d'au moins 3-4 ans. On retrouve un peu, comme on a vu tout à l'heure sur les études sur les oppositions, qu'il faut que les enfants aient un âge verbal plus avancé que les enfants typiques pour pouvoir compenser et user de leur langage pour ces fonctions-là. Mais ça arrive pour ces enfants-là. Je passe aussi sur celle-ci pour avoir le temps de terminer. La compréhension est meilleure au fur et à mesure de la prise en compte des intentions de l'autre s'améliore avec les 3 années. On voit aussi que les adultes, dans la répartition de leurs réponses aux enfants, évoluent. Dans les 2 premières années, ils répondent surtout aux enfants dans les sollicitations qui concernent le travail. Et puis, dans la dernière année, enfin, ils répondent aussi davantage
aux sollicitations de jeu. Donc voilà, ça veut dire qu'on n'est pas que sur le travail non plus. On a fait aussi une analyse en composante principale sur une cohorte de 13 enfants pour faire des liens entre l'évolution des évaluations standardisées et l'évolution des observations en classe. Et on trouve en gros 3 profils, 4 enfants qui ont des progrès assez importants du développement cognitif dans tous les domaines, cognitif verbal, non verbal, et qui améliorent leurs interactions sociales, notamment avec les pairs. Puis des enfants qui, eux, vont augmenter leur niveau de développement, notamment verbal, mais qui vont augmenter aussi leurs initiatives d'interaction, mais surtout avec les adultes, très peu avec les pairs. Donc on voit l'investissement du langage qui peut être un peu différent pour les enfants. Et puis on a le dernier groupe qui est le plus important, où on a l'impression d'une certaine stagnation, stabilité, assez peu de progrès ou de progrès plus lents. Mais on sait aussi que les échelles standardisées elles peuvent être pénalisantes parce que plus l'enfant grandit, plus on les réfère à des âges plus avancés. Or la courbe de progression est plus lente pour ces enfants. Ils avancent quand même, mais à un rythme plus lent. Au plan cognitif et communicatif, on ne voit pas de changement significatif du fonctionnement social en classe, mais là aussi il y a des différences interindividuelles. Et globalement, on voit que la communication avec l'ensemble de la progression dépend pas tellement du niveau de départ, mais de l'ampleur de la progression sur les 3 ans. Donc il ne faut pas se dire on va trier les enfants qu'on met en IEM à partir de leur profil de départ. En fait, ils ont des chemins très différents et certains compensent beaucoup plus que d'autres. Et les enfants aussi sont. L'amélioration des échanges avec les pairs, elle est assez dépendante des liens en développement à la fois cognitif, communicatif et des anomalies sensorielles, alors que l'amélioration des échanges avec les adultes dépend simplement de la progression cognitive. Les adultes s'adaptent mieux, même s'il reste des anomalies sensorielles ou comportementales, mais ils sont plutôt sensibles à l'évolution cognitive. Donc on a retrouvé certains résultats globaux des études antérieures, beaucoup plus d'interaction avec les adultes qu'avec les pairs, beaucoup plus de réponses qu'initiatives chez les enfants autistes dans la classe, des fonctions instrumentales prédominantes de part et d'autre, et quand même une communication verbale qui augmente avec le temps, mais cette analyse contextualisée nous donne quand même des choses beaucoup plus fines sur le fait qu'un certain nombre de fonctions de partage social sont possibles, notamment avec les pairs, dans les situations de jeu libre, et une diversité de trajectoires individuelles. On s'y attendait évidemment, mais ça montre l'importance de vraiment personnaliser le programme qu'on va faire avec ces enfants. Et d'ailleurs, on voit bien aussi que le temps qu'ils ont passé dans les classes ordinaires n'est pas le même. Le profil de gauche, c'est celui qui a passé plus de temps dans les classes ordinaires par rapport aux autres profils. Alors, il y a des implications de ces résultats pour la scolarisation inclusive. Ce serait important que les adultes accompagnent un petit peu plus les enfants dans leurs interactions entre eux, parce que c'est eux qui sont très centrés sur les échanges de travail, mais ça c'est quelque chose qu'on peut étayer. Il y a des travaux, des programmes qui existent, à condition de donner des conditions un peu étayantes, surtout au départ, et puis ensuite l'adulte petit à petit s'efface pour favoriser les échanges entre les enfants. On peut faire aussi de l'inclusion inversée. Jean Bruyère a fait une étude là-dessus, où il fait venir les enfants ordinaires des autres classes dans la classe du EM, avec un protocole pour aider les enfants à ne pas se décourager et trouver des conditions pour aussi se centrer sur les intérêts spécifiques des enfants autistes pour pouvoir favoriser les échanges. Soutenir aussi des temps d'initiative, ne pas être que dans la réponse, mais pouvoir laisser l'espace, le temps pour que les enfants aient des initiatives aussi bien cognitives que sociales. Et renforcer les occasions de communication à but de partage social et de partage d'états mentaux, notamment par des expansions à partir de leur centre d'intérêt. Et on peut s'appuyer aussi sur des programmes comme les thérapies d'échange de développement, le USDM, les programmes qui sont faits avec les adultes, avec les parents comme le Jasper, qui pourraient en partie être transposés aussi avec les enseignants. Il faut évaluer aussi régulièrement les enfants pour fonctionner le développement si on veut ajuster l'aide qu'on leur apporte. Et on pourrait peut-être utiliser aussi le vidéo-feedback avec une équipe éducative pour qu'ils voient justement les occasions d'échange avec les autres enfants ou avec les adultes.
Là, je passe sur cette diapo-là, puisque c'est le fait que pour les chercheurs, c'est assez coûteux, vous en doutez, ce genre d'études. Mais bon, ça vaut le coup, parce qu'on a vraiment des informations extrêmement fines et qui permettent de ne pas figer les compétences des enfants. On a des recherches qui se poursuivent en crèche inclusive, avec un protocole tout à fait semblable d'une de mes doctorantes qui va suivre les enfants avec des signes de TND dans une crèche qui a un programme dédié de soutien développemental ou des enfants qui sont dans des crèches plus classiques pour à la fois aussi avec des observations et des activités et des mesures standardisées. On a une étude logarithme qui démarre où là c'est un peu plus expérimental, mais on va voir si on peut favoriser l'engagement, la mobilisation dans les interactions sociales dans le cadre des UEL en proposant juste avant une activité rythmique. On a parlé de l'aspect rythmique et temporel, mais on sait que quand l'enfant produit un rythme spontané, il peut être plus disponible ensuite pour rentrer dans les échanges. C'est ça qu'on va tester systématiquement. Et puis à l'université aussi, on travaille sur des programmes de formation du personnel pédagogique et administratif, ou en utilisant la réalité virtuelle incarnée avec des scénarios de communication et la vie tous les jours, on essaie de sensibiliser à qu'est-ce que c'est le vécu d'un étudiant autiste dans ses échanges avec son entourage, de manière à ce que les personnels répondent mieux à leurs besoins. Voilà, je vais passer sur les autres perspectives. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi bien sûr les familles, les enfants et les professionnels qui ont participé à toutes ces études. Et vous trouverez dans les diapos des références de ces études qu'on a fait dans les études. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors c'était extrêmement dense, mais en même temps c'est extrêmement important, c'est essentiel et je vous remercie beaucoup parce qu'on a rarement autant d'engagement pour évaluer des dispositifs qui sont innovants et qu'il faut le faire. Donc merci, je pense que vous allez tous aller voir cette littérature et merci de nous avoir cité aussi un peu les références. On va prendre des questions dans la salle. Pour le faire, on est vraiment en pratico-pratique sur le terrain. Merci pour la présentation. Vous étiez en train de dire que vous n'avez pas pu évaluer tout le groupe en même temps, parce qu'il y avait des disparités au niveau des approches. Est-ce qu'il y a eu un contrôle ou est-ce qu'il y aurait dans les prochaines études des contrôles sur les approches utilisées, l'intensité du traitement, les comorbidités potentiellement présentes? Est-ce qu'on est dans ces optiques-là? Alors là, en fait, c'est le terrain qui est venu chercher pour faire cette étude. Donc on n'avait aucun moyen d'influencer la façon dont ils implémentaient. Ils avaient tous le cahier des charges des UEL, mais on ne pouvait pas influencer comment est-ce qu'il... Là, il a fallu une autre étude pour voir la fidélité d'implantation. Notre but n'était pas tellement de valider la méthode, mais de voir vraiment les trajectoires des enfants. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des écoles dans lesquelles, par exemple, les situations de jeu étaient plus fréquentes, n'existaient vraiment que dans les situations de travail. Certaines utilisaient des méthodes comportementales assez strictes, avec d'ailleurs des superviseurs qui parfois rentraient en conflit avec les enseignants qui n'ont pas ces habitudes-là, et d'autres qui mélangeaient des techniques qui venaient justement de l'ESDN ou donc voilà, c'est pour ça qu'on avait des choses quand même un petit peu différentes, on n'a pas mis tout ensemble. Et puis il y avait aussi des profils d'enfants. C'est vrai qu'en certaines UEM en Bretagne, ils avaient certains enfants qui avaient vraiment des retards beaucoup plus importants, donc on ne peut pas non plus mettre tout ensemble. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a traité les cohortes un peu séparément. Mais idéalement, bien sûr, il faudrait pouvoir au moins homogénéiser un peu plus les pratiques. C'est mieux de voir ça. Après, quand on regarde les enfants tout venant à l'école, eux aussi, ils ont plein de choses variables dans leur maternelle. C'est là aussi, on a pris la prévision. Est-ce qu'il est possible et envisageable de faire des comparaisons de développement entre les enfants de profils similaires qui seraient inclus dans des classes ordinaires avec éventuellement un AESH
et les enfants qui sont dans les unités spécialisées type UEMA? On pourrait, mais le problème aussi, c'est que ce ne sont pas forcément les mêmes profils d'enfants. Souvent, ceux qui vont être en inclusion plénière, même avec un ESH, ont des capacités un tout petit peu plus, des capacités adaptatives meilleures que celles qu'on va retrouver dans la Suède, au moins au début. Après, il y en a qui rejoignent ces compétences. D'ailleurs, ils finissent après souvent en inclusion plénière sur la fin de la scolarisation. Mais au démarrage, c'est vrai qu'il faut admettre qu'il y a un éventail aussi de dispositifs inclusifs et qu'on va les adapter au profil de chaque enfant. Donc après, faire des comparaisons, c'est un peu difficile. Parce qu'on va être sûr que ce sont deux enfants suffisamment semblables. Mais ça, d'un point de vue en tout cas, quasi expérimental, on ne peut pas vraiment le faire. Parce que de fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes enfants. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Je suis psychologue, je travaillais jusqu'à très récemment en UEMA et j'ai beaucoup retrouvé le terrain dans ce que vous nous avez présenté, donc ça m'a beaucoup parlé. Dans une des études que vous avez présentées, on voyait vraiment la différence au cours de... Il y avait 6 mesures, premier trimestre, début de première année, début de deuxième année, jusqu'à la fin du cycle des 3 ans en UEMA. Je trouvais qu'on voyait vraiment là la pertinence de faire 3 ans et pas moins au sein de cette classe. Et pourtant, le cahier des charges donne la possibilité d'admettre les enfants en moyenne section, ce qui leur laisse seulement 2 ans dans la classe. Et là, on voit bien, grâce à cette étude, que on ne peut pas obtenir les mêmes résultats, quoi, très clairement. Je vois des enfants qui, dès la deuxième année, étaient pas mal en classe en première, notamment les profils de gauche. Mais c'est vraiment quelque chose qui est concerté avec l'équipe pour voir quels sont les enfants qui sont prêts ou pas prêts et qui puissent bénéficier au maximum de ce qui est fait dans les jeunes et de ce qui est fait en classe. Et j'avais une question notamment à propos du partage des états mentaux. Je me demandais, est-ce que vous avez envisagé de poursuivre cette étude en UEA avec des enfants qui seraient un peu plus grands pour voir si là on obtient des différences dans les mesures? Oui, ça serait extrêmement intéressant parce qu'effectivement on peut s'attendre à ce que ces fonctions-là se développent parce que là encore, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, mais c'est un rythme de développement différent, donc ça serait intéressant de le poursuivre en UEA. On n'a pas eu le financement et les forces pour le faire, mais oui, il y aurait pas mal d'éléments qu'on pourrait étudier. Alors après, en primaire aussi, les enseignants n'ont pas toujours la formation pour travailler sur les capacités sociales. Ça commence un peu à venir avec les CPS, les capacités psychosociales, mais ils sont beaucoup dans les activités de travail et parfois ça manque un peu d'espace dans lesquels on pourrait travailler ça, comme du théâtre, comme les jeux d'empathie, etc., qui pourraient être extrêmement intéressants pour inclure les enfants autistes dans ces activités-là. Donc aussi bien dans la classe plénière que dans les programmes des UEA. Merci. Bonjour, je suis Judith Labouvry, je suis orthophoniste. J'avais une question pendant votre présentation. Vous citiez à plusieurs reprises le PEX et je voulais savoir s'il y avait dans les classes dans lesquelles vous étiez d'autres outils de communication alternative améliorés, notamment des outils plus complets qui permettent plus de fonctions de communication. Et si ce n'était pas le cas, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec justement le fait que vous n'observez que peu de fonctions de partage social ou de partage d'état mentaux? Donc ça, c'est pareil, on s'était donné comme consigne de ne pas intervenir sur ce qu'ils utilisaient. Donc ce qu'on a vu le plus souvent, c'était le PEX. Parfois, il y avait un peu de hackathon. Un ou deux enfants, je crois qu'ils avaient essayé la communication signée, mais c'était vraiment très marginal. Mais effectivement, il y aurait intérêt à développer peut-être des outils un peu plus riches. Ça fait partie des choses qu'on peut-être parler dans la table ronde, justement de la différence des outils de communication alternée par rapport au type de fonction qu'on veut soutenir. Et le texte, c'est très centré sur l'ici et maintenant et sur des objets concrets et sur des demandes instrumentales. Merci beaucoup.
vraiment cette excellente intervention.